Luca Seccherini, vous avez 29 ans et vous êtes 3D superviseur. C'est bien ça? Oui. Oui. D'où vous est venue cette idée de vous consacrer à la 3D? Ça remonte où, ça? Depuis que j'ai 3 ans, je pense que indirectement, hein. C'est-à-dire qu'on a été bercé de ma génération avec les dessins animés, les films, les jeux vidéo, et arrive à un certain âge où on accumule des métiers par-ci par-là pour voir ce qu'on veut faire dans la vie, on se demande quelle est notre passion et qu'est-ce qu'on fait à notre temps perdu, et ça vient naturellement. Et on se lance professionnellement. Voilà, professionnellement, dans ce qui nous passionne, hein, je pense que c'est le but de la vie de tout le monde, faire un métier qui nous passionne. Et vous êtes passé par où pour arriver à votre poste actuel? Oula, à partir du moment où j'ai commencé dans la 3D ou avant? À partir du moment où vous avez mis vos premiers pas dans la 3D. J'ai fait déjà mon école qui a duré 4 ans. Qui était où? À Montpellier, qui s'appelle Objectif 3D à Montpellier. J'ai fait 4 ans dans cette école-là, mais j'ai eu mon diplôme, c'est un bac plus 2, donc j'ai passé 2 années. Et ensuite, je me suis spécialisé 2 années de plus. Et après, j'ai travaillé dans divers studios en tant que VFX artiste tels que Ubisoft, Micros, Superprod, où j'ai accumulé différentes licences, Assassin's Creed, Immortal Phoenix, sûrement les jeunes doivent connaître. Et puis de fil en aiguille, en fait, moi j'ai un profil où quand je rentre chez moi, à place de me reposer, ben, j'allume à nouveau l'ordinateur et puis je continue à travailler, donc j'ai accumulé beaucoup d'expérience en peu de temps. Et je suis passé du coup superviseur dans le studio actuel où je suis à. Et qu'est-ce que ça veut dire alors, superviseur 3D? Superviseur 3D, c'est mon job consiste à, on va dire, à assembler les pièces du puzzle pour qu'à la fin le puzzle fasse un film. Voilà. C'est des gros puzzles. C'est des gros puzzles. On a beaucoup de spécialités. Moi, je supervise normalement les chefs de groupe ou les superviseurs. Je supervise les superviseurs normalement. Ça dépend de l'échelle du studio. Si le studio est gros, je vais superviser des superviseurs. Si l'échelle du studio est petit, je vais superviser des graphistes. Voilà, ça consiste en fait tout simplement à mener à bien un projet là où il y a de la 3D. C'est vous qui devez avoir la vue d'ensemble voilà. de tout ce qui se développe, c'est oui. ça? Je reçois les demandes du réalisateur, du client, du producteur, et puis moi je vais recruter des gens pour réaliser ce genre de choses-là. Je vais créer des moyens techniques de réussir à sortir les images, et ensuite il va y avoir les graphistes et les autres qui vont exécuter la méthode de travail pour arriver à sortir le projet avec la direction artistique choisie par le réalisateur. Et quand on fait, alors prenons un grand film d'animation, ça représente une équipe au bout de combien de personnes peut-être? Tout dépend. Ça varie énormément. Il peut y avoir des films où on peut être 1000, comme des projets où on peut être 20. Ça va dépendre du budget, ça va dépendre du nombre d'effets spéciaux, de 3D qu'il y a dedans. Ça peut y avoir de tout, vraiment. Quand vous faites je vais dire, des longs métrages d'animation, c'est des grandes équipes et ça dure longtemps, j'imagine. Ouais, en général, on est entre... disons qu'en moyenne, on est 350. Ah ouais. Pour des films d'animation, des longs métrages. Et quand vous dites on est environ 350, c'est essentiellement des graphistes ou bien des ingénieurs? Parce que je pense que vous devez travailler ensemble, non? Il y a la technique et il y a les créations. Alors, oui, mais les ingénieurs, ils sont vraiment peu nombreux. Les ingénieurs, c'est plutôt les personnes qui vont nous aider à créer des outils pour les graphistes. Il y a beaucoup plus de graphistes que d'ingénieurs. Hein. En général, les graphistes représentent bien 95% de l'équipe artistique. Et 5%, on va avoir des ingénieurs ou des développeurs, des programmeurs qui vont nous aider à automatiser des tâches pour qu'on aille plus vite. D'accord. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi il y a autant de graphistes? Est-ce que chacun prend un personnage ou je sais pas, un décor, ou comment ça se passe? Comment ça se répartit? Il faut voir ça comme un travail d'usine, hein, c'est un travail à la chaîne. En fait, on va avoir la pré-production où là on est en phase de recherche, et donc on va rechercher comment sortir
avec la bonne qualité, la bonne image que le réalisateur souhaite. Et ensuite, il va y avoir la phase de production, où dans cette phase de production, on va exécuter tout simplement ce qu'on a trouvé dans la phase d'avant. Et donc là, c'est de l'usinage. Dans l'usinage, on a les modeleurs, donc c'est ceux qui vont créer un peu comme de la poterie, hein, on fait le pot, on modélise le pot à la main, et ensuite on va le donner à quelqu'un d'autre qui va prendre le pinceau et qui va peindre ce pot, ce vase, pour mettre de la couleur. Et puis après on le passe à quelqu'un d'autre qui va peut-être l'emballer, puis quelqu'un d'autre qui va le mettre en rayon, etc. etc. Ben, en 3D c'est pareil. Il n'y a pas quelqu'un qui prend quelque chose depuis le début et qui va jusqu'au bout. Non, ça n'existe pas. pas, C'est par équipe et on se passe le relais. Ouais, ça n'existe pas. C'est vraiment une création d'équipe. C'est une création d'équipe. Personne ne peut faire un projet de A à Z tout seul. C'est impossible. Voilà. Parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses à savoir. Et alors oui, effectivement, s'il est généraliste, il peut réussir à faire quelque chose, mais il n'y aura pas la qualité, il n'y aura pas une haute qualité, contrairement à une équipe. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, donc du coup, on va avoir les modeleurs, la texture, l'animation, les lumières, etc., etc., jusqu'à arriver au produit désiré par un réalisateur. Le réalisateur va faire son montage avec ce qu'on lui envoie, l'envoyer au son, etc., etc. Voilà. C'est amusant parce qu'avec la 3D, vous nous envoyez vraiment dans d'autres univers. Vous nous envoyez ailleurs. Et puis on découvre que la 3D, l'environnement de la 3D est aussi un autre univers professionnel. Ça n'a rien à voir avec le cinéma. C'est-à-dire C'est-à-dire que votre façon de travailler n'a rien à voir avec un plateau de cinéma classique. Non, nous on reste derrière des ordinateurs. D'abord, vos acteurs ne sont pas des vrais acteurs. Quand on fait du film d'animation, maintenant en 3D, on doit aussi agir avec les acteurs. On va faire les effets visuels, comme, je ne sais pas, il y a un acteur ou derrière il y a un immeuble qui doit se détruire, c'est nous qui détruisons l'immeuble, c'est nous qui ajoutons l'immeuble, c'est nous qui détruisons l'immeuble. Donc on va avoir le 3D superviseur, en général c'est quelqu'un qui est à mon poste, qui va sur le plateau avec le réalisateur et qui guide le réalisateur pour lui indiquer comment il faudrait filmer pour qu'on puisse réussir à avoir l'image qu'il souhaite. Voilà. Et donc après, dès qu'on a récupéré les plans, ce qu'on appelle les footage, on les envoie au studio, là où il y a les graphistes, et là on a à nouveau cette étape de production pour créer l'immeuble, peindre l'immeuble, et mettre la lumière sur l'immeuble, détruire l'immeuble, et on envoie ça au réalisateur, et puis voilà. Mais ça ne doit pas être évident de travailler avec les réalisateurs, parce que vous parlez vraiment des langages différents, non? C'est vous qui leur proposez des possibilités de trucage, ou c'est eux qui vous demandent des choses précises? En général, nous, on n'a pas trop notre mot à dire sur la réalisation. Le réalisateur, il dit « je veux ça », et nous, notre job, c'est de faire en sorte qu'il ait ça. Voilà. Maintenant, si c'est sûr qu'il a un budget de 10 € et qu'il veut faire un Harry Potter, on va lui dire « bon, ça va être compliqué ». Mais en général, on refuse rarement. La seule chose où on peut agir directement, c'est que le réalisateur souhaite filmer d'une certaine manière. Et là, on peut dire, si on filme comme ça va être compliqué d'ajouter cet effet parce que on va lui dire les contraintes. Donc, mais bon, voilà, c'est tout. Ça va pas... Et parfois, vous leur suggérez des possibilités auxquelles ils n'ont pas pensé? Ça arrive. Ça arrive. Mais en général, les réalisateurs, ils ont quand même leur idée. Hein. Ils savent où ils veulent aller. Enfin, pour le moment, je n'ai pas encore travaillé avec un réalisateur qui ne savait pas trop comment filmer son plan. Voilà. En général, quand je travaille avec un réalisateur, c'est là, je filme de cette manière, je veux tel effet, tu penses que c'est possible ou pas? Ben oui ou non. Ouais. Voilà. Et donc ça rentre maintenant assez communément dans le cinéma courant de participer au niveau de la 3D. Oui. C'est dans quasiment tout. On agit sur quelque chose. Même s'il n'y a pas de 3D à proprement parler, on va avoir du compositing ou du talonnage. Et le compositing qui consiste à modifier des plans. Par exemple, si moi on filme et que derrière il y a une vitre, on va enlever la caméra qui est en train de me filmer, on va demander à quelqu'un d'enlever la caméra. Voilà. Donc on peut agir aussi directement sur ça. En général, il y a beaucoup de films que les gens regardent, ils ne se doutent pas qu'il y a quelque chose derrière. Hein. Oui, c'est ça, c'est que vous êtes très discret en même temps. Ouais, on est dans l'ombre. Vous pouvez être très spectaculaire ou très discret. Ouais, voilà, c'est ça.
On peut faire quelque chose qui ne se voit pas, et donc du coup ça veut dire qu'on a bien fait notre job. Ouais. Si vous en rendez pas compte, ça veut dire que notre job est bien fait. Quelles sont les qualités indispensables pour entrer dans le monde de la 3D, professionnellement j'entends? Il n'y a pas de capacité à avoir. Pour moi, et c'est mon avis personnel là-dessus, tout est dans la tête. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si on est ambitieux et si on a la motivation nécessaire, on peut arriver à faire ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de limite en fait. Et peu importe d'où on vient, même d'un village perdu dans la montagne, si on a la volonté, il n'y a pas de limite. Dans notre métier, en fait, la chose qui est intéressante dans notre système actuel dans le monde, c'est que les diplômes n'ont pas vraiment de valeur. Euh, la seule valeur qu'on va accorder à un diplôme actuellement, c'est plutôt pour faire des visas, si on doit aller travailler dans un autre pays. Mais concrètement, quand on se fait recruter, l'employeur, il regarde juste notre bande démo, savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc à partir du moment où on vient du fin fond de la montagne, mais qu'on a une démo qui déchire, on peut aller travailler chez Disney sans problème. Même sans diplôme, il n'y a pas de limite. Donc ça vient de la tête. Et les Français sont très réputés hein, dans le domaine. Les Français sont numéro 1 au monde. Vous pouvez vérifier, regardez n'importe quel film à l'heure actuelle, des blockbusters qui existent, plus de 50% des superviseurs sont des Français. Ça vient de quoi ça? Est-ce qu'on a une éducation particulière au niveau de la 3D? Comment ça se fait? Honnêtement, je ne saurais pas trop dire. Je pense qu'on a été un des premiers pays à travailler en ajoutant des effets visuels. Je sais qu'à un moment donné, les Français étaient très demandés parce qu'on était des brouillards. C'est-à-dire qu'on arrivait avec peu de moyens à donner quelque chose en image. Et donc c'était beaucoup apprécié des studios parce qu'ils dépensaient moins d'argent et ils avaient leur image. Donc voilà. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ces superviseurs qui sont rentrés dans des gros studios comme Disney ou autres sont revenus en France à un moment donné parce qu'ils en ont eu marre, ils ont voulu revenir dans le pays. Et ils ont ouvert des écoles où ils sont venus faire des interventions et du coup, je suppose que ça s'est développé dans le bon sens. Voilà. Mais effectivement, on est parmi les meilleurs au monde en termes de 3D. Mais au niveau de l'éducation nationale, qu'est-ce qui se passe? C'est un secteur qui est soutenu Au niveau de l'éducation nationale, dans le public, il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'il y a un manque d'information au niveau de l'éducation nationale sur ça. Beaucoup de jeunes pensent que pour rentrer dans notre milieu, il faut avoir des compétences, il faut faire une mise à niveau en art appliqué, il faut savoir dessiner. Moi, je suis rentré dans l'école, je ne savais même pas faire un cube. Hein. Et encore aujourd'hui, on me demande de faire un personnage avec un stylo. Je ne suis pas sûr de réussir. Hein. Mais la 3D nous permet, avec des outils, de créer des choses sans pour autant qu'on ait des compétences ou des talents. Et la plupart des professeurs actuels dans les lycées pensent que pour faire un métier artistique, en tout cas dans le cinéma ou dans les dessins animés, il faut qu'on sache dessiner ou il faut qu'on fasse des études ou qu'on ait plein de choses, ce qui est totalement faux. C'est faux, totalement. Mais alors, qu'est-ce que vous recommanderiez à des jeunes qui veulent démarrer dans la 3D? Ce que je recommande à des jeunes, c'est de passer des concours d'entrée dans des écoles privées et reconnues à travers la France ou à travers le monde. En France, on en a beaucoup. Il y a Artefix, il y a l'ESMA, il y en a plein. Il faut regarder. On passe les concours. Il y a de fortes chances qu'on soit refusé la première fois parce qu'ils vont nous dire qu'on passe des concours avec d'autres personnes et d'autres personnes ont des bagages plus importants. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir déjà savoir où aller et quoi faire pour rentrer dans cette école, où nous diriger. Donc on va pouvoir prendre des cours dans notre ville, on va pouvoir se faire aider avec des cours particuliers, acquérir les compétences nécessaires pour passer les concours à nouveau et rentrer dans ces écoles-là. Voilà. C'est pour moi la meilleure voie, on va dire, entre le temps et l'argent pour arriver dans la 3D. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas se baser sur ce que les gens disent autour de nous. Souvent, même nos parents ne sont pas sensibilisés à ces métiers-là, ne savent pas. On ne les connaît pas, ces métiers-là. Non, pas du tout. Ils ne sont pas du tout au courant. Et en plus, souvent, avec une certaine génération, les jeux vidéo, c'était considéré comme un passe-temps pour les enfants. À l'heure actuelle, les jeux vidéo, ça représente quand même, je crois que c'était 50 milliards par an. Il y a du travail, beaucoup de travail, ça demande des compétences techniques et mathématiques, enfin, c'est des travails
C'est pas que pour les enfants, C'est pas que finalement. pour les enfants, non. C'est des univers. C'est des univers entiers dont ouais. on se doute de rien. Donc, faut pas vraiment écouter notre entourage, faut s'écouter nous. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de faire ça, on va dans des écoles qui font ça, ils nous renseignent, et ensuite on fait ce qu'il faut pour rentrer dans cette école. Voilà, c'est tout. Il y a à peu près combien de professionnels en France actuellement? J'avais vu un sondage il y a peu de temps, 6000 personnes, je crois qu'on est en France. Voilà. On n'est pas tant que ça. C'est pas beaucoup. 6000 personnes, c'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de demandes. Il y a énormément de demandes. Moi, des propositions de travail avant que je sois dans un contrat long, j'en recevais une fois tous les 3 jours de plein de studios différents, en Europe, à Montréal, en Chine, au Japon, en Allemagne, en Belgique, à Londres, à Paris, c'est de partout, avec des salaires très bien. Et on peut très bien vivre notre vie avec ça. Et voilà, je recommande, on est en demande dans la 3D. Il y a de la demande. Bon, bravo. Voilà. L'avenir est à vous. Voilà, l'avenir est à nous. Ok. Lucas, merci beaucoup et bonne chance. Merci à vous Au aussi. revoir.